Our ego trip is that we want to beat you with the story. The first time I saw the presentation when I was at the Visa pour l'Image, which I had never been to before. And I saw the presentation and it was just like unrelenting. And I thought, man, these guys, they don't mess around, these folks. There's not necessarily a common style, but there is a common hunger and a belief and an ideal in what they hope to achieve. They're constantly challenging. When I joined Noor, I was the only female photographer. Now there are 5 women, which is unique in the photojournalism community. I've accepted the fact that photography, for example, is something else. I think it's magic, but for me works. And therefore, I think a photograph has to be lyrical. I have to feel it has to tell a story. I think in one frame it has to tell a story. Sexual exploitation, bonded or forced labor, organ harvesting, illegal adoption, the list goes on. But in this kaleidoscope of evil, there are common threads: inhuman living conditions, long hours, and very low or even non-existent payment. No, creo que Noor es diferente por la calidad humana que existe aquí, la calidad humana, visual, las ganas de entender lo que pasa alrededor de nosotros. Credo che una delle cose che ci tiene insieme è proprio l'utopia. Un'utopia di una possibile differente narrazione del mondo. Crediamo fermamente che questa utopia sia necessaria. And you see Francesco, who thinks so much about everything he's saying before he says it, and the amount of compassion and thoughtfulness and artistry that goes into everyone's work. And it's not for us. It's for the reason behind. It's for the story. I joined Noor because I wanted to be part of a community of other photographers and visual story makers, and to be able to work on long-term, in-depth visual journalism amongst a group of like-minded people. Noor — это такой, в общем, довольно живой организм, который реагирует на перемены. То есть меняется индустрия, ну, и мы меняемся. Но мы, естественно, меняемся. Мы стареем, мы глупеем, умнеем, не знаю, ну, у каждого по-своему. C'est même plus des photos mélangées avec de la vidéo, c'est vraiment des films. Et c'est une écriture d'auteur particulière, mais ça reste quand même une écriture d'auteur. We are once again made witness to life's contrasts. C'est justement ça qui fait notre force, c'est qu'on a des points de vue très tranchés, très particuliers, très affirmés. The failure of a doctor, and even more so of a pediatrician, is the death of a patient, of a child. And you never get used to it. And
And climate change came straight out of us. And pursuing stories that had nothing to do with war and conflict came out of us. We changed the whole dialogue. You know, the future of Noor is tied, obviously. Well, in some ways it's tied to our industry. Therefore, the future is uncertain. But at the same time, you know, there is such deep belief in storytelling within Noor. I'm confident that the future of Noor is strong. Noor significa llum en àrab. I el futur de Noor és brillant, brillant com les estrelles. Crec que hi ha un canvi dins el món de la fotografia i crec que Noor ha format part d'aquest canvi i l'hem sabut afrontar d'una manera positiva. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. Wat Noor anders maakt is dat we een kleine groep fotografen zijn. Dat we tegenwoordig niet alleen fotografen meer zijn, maar veel van ons schrijven ook. We maken films ook. I'm going to sing this song, but I'll do the whole thing for you. Baby, I'm not a-leaving, so your husband can just come along, but he be doing himself some harm. He be doing some harm. He got a big old 45 and he's determined to put you in your grave. Honey, please, you gotta listen. You gotta listen to what I say. There are two trains running and you gotta be on one. Because if you don't, you'll not live another day. Bonjour, rebonjour, merci de nous rejoindre sur ce stand pour une conférence qui, vous l'aurez compris, va avoir pour thème le photojournalisme et la photo documentaire. Aujourd'hui, c'était la journée que nous souhaitions consacrer à la mise en lumière de l'agence Noor, et c'est pas un vain mot puisque Noor signifie lumière, vous l'aurez compris à travers ce qui vous a été raconté dans cette présentation. Cette année 2017 marque les 100 ans de Nikon, elle marque aussi les 10 ans d'une petite agence dont Nikon est partenaire. Une agence basée à Amsterdam qui s'appelle Noor. Nous avons accueilli ce matin Bénédicte Curzen qui est venu partager avec nous ses derniers reportages. Nous avons accueilli en début d'après-midi Kadir von Leusen et nous accueillons ce soir Clément Sacomani, le directeur de l'agence, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Clément, merci de nous rejoindre. Bonjour. Pour cette conférence où tu vas nous parler un petit peu de cette agence qui, du coup, fête déjà ses 10 ans. C'est un bel âge, 10 ans, pour une agence aujourd'hui, dans un contexte économique, notamment dans la presse, que l'on sait compliqué. Bah oui, 10 ans. On est encore tout jeune. C'est un âge assez intéressant. C'est un âge où on peut encore faire plein de bêtises et surtout avoir plein d'envie. Et on en est plutôt content, ouais. Voilà, donc 10 années d'une belle aventure qui a été initiée par Kadir et Stanley. Stanley Green qui nous a quittés cette année, puisqu'il nous a quittés au printemps dernier. Et on lui consacrera à la fin de cette présentation un hommage, parce qu'on lui doit un grand respect pour tout ce qu'il a accompli. Je voulais que tu nous dises un petit peu voilà, qu'est-ce que signifie Noor pour toi, parce que tu as rejoint l'agence il y a 2 ans. Tu étais précédemment, tu travaillais à l'agence Magnum. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'agence Noor ?
Alors, ce qui m'a plutôt intéressé chez Nour, c'est que ça faisait quelques années que je les regardais un peu comme des concurrents, en me disant attention, ces femmes et ces hommes, ce qu'ils font, c'est plutôt intéressant en fait. C'est plutôt intéressant parce qu'ils sont assez radicaux, ils ont une écriture très forte et surtout un engagement très fort. Et c'est pour ça que quand ils m'ont proposé de les rejoindre à Amsterdam, je me suis dit, je ne vais pas hésiter beaucoup. L'agence est intéressante, c'est un collectif de photographes. Ils détiennent leur propre agence, donc ils ont une gouvernance assez intéressante. Et en plus de ça, ils sont indépendants. Ce qui leur donne une grande latitude pour faire leur sujet. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'était à peu près la même chose chez Magnum. Alors Magnum, c'était 70 ans d'existence. Nous, on n'en a que 10. Je me suis dit qu'il y aurait sûrement beaucoup de choses à faire et que l'agence n'était pas, entre guillemets, prisonnière de sa propre marque. D'accord, parce que le but de l'agence, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'agence Nour des autres entités du secteur? Moi, je considère qu'une agence qui est faite par ses photographes, qui travaille avec ses photographes, elle est là pour que ses photographes puissent en vivre. Aujourd'hui, une agence, généralement, pour vous expliquer un peu, un client va acheter à 100 € une photo, 50% va aller à l'agence, 50% au photographe. Si à chaque fois que vous allez au restaurant, il y a quelqu'un qui arrive quand vous commandez un plat qui vous prend 50% de votre pizza, vous n'allez pas être très content. Nour, c'est un modèle un peu différent. Les photographes sont les actionnaires, les photographes décident des sujets. Et ils peuvent, entre guillemets, choisir ce sur quoi ils ont envie de travailler. À la différence d'autres agences qui imposent aux photographes de traiter tel ou tel sujet, c'est plutôt les photographes qui vont nous dire, bah voilà, Clément, je voudrais travailler l'équipe, je voudrais qu'on travaille sur tel ou tel sujet, le changement climatique, les réfugiés, des sujets assez longs et assez compliqués, à nous de les mettre en avant et de leur permettre de produire les archives de demain. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on n'est pas là pour servir le marché, on est là pour servir des photographes et pour qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer et raconter des histoires en vidéo, en photographie, mais qu'eux puissent raconter des histoires, c'est ça qui est important. Alors on a entendu dans le petit sujet vidéo qui a précédé le terme d'utopie. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce luxe de pouvoir produire ce que l'on veut et en plus de le faire sur le long terme, parce que c'est ça aussi qui caractérise l'agence Nour, c'est que les photographes travaillent souvent leur sujet non pas sous l'angle de l'actualité brûlante, mais sur une période de temps qui leur permet d'aller au fond des choses. Est-ce que ça, c'est pas une utopie dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Je pense que ça l'est, mais je pense que le jour où on arrêtera de rêver, arrêtons de travailler, arrêtons de faire ce métier. Et je pense que justement, ce que je trouve très intéressant, c'est que on continue d'avoir cette envie et cette énergie de faire des sujets en se demandant, généralement quand quelque chose arrive, tout le monde se rue sur l'actualité. Nous, on préfère y aller 3 mois, 6 mois après quand il n'y a plus personne. Et puis surtout, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de se dire quel sujet va être demain assez important. Et donc, Stanley en parlait tout à l'heure, on a travaillé il y a 10 ans sur le changement climatique, sur des thématiques où personne n'en parlait à l'époque. Et on continue aujourd'hui à se poser la question, attendez, on est en train de travailler sur certains sujets, comment est-ce que demain on va pouvoir les faire? Et enfin, je pense que c'est notre responsabilité et notre devoir de le faire, en fait. Donc d'être utopique, ça c'est un fait, mais surtout de se donner les moyens de l'être et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. On voit qu'aujourd'hui, on est dans une société très visuelle. Je pense qu'on est aux meilleurs endroits pour le faire, qu'on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations de le faire. C'est ce qu'on fait avec vous, notamment. Donc continuons, j'ai envie de dire, à être utopique, c'est une nécessité. D'accord, alors tu parlais de la manière de faire les choses, de les produire. Aujourd'hui, là, ce qu'on vient de voir, cette alliance avec Upfront, ça correspond à quoi dans l'évolution de l'agence? Ça correspond à un simple fait que... Quand je suis arrivé chez Nour, j'en discutais avec certains. Il y a certains photographes comme Raymond Depardon qui disaient il y a 40 ou 50 ans, je rêverais d'aller au Tibesti ou au Tchad avec un appareil photo, une caméra, un preneur de son, un enregistreur, un micro et tout ça. Aujourd'hui, il y a des boîtiers qui permettent de le faire, et notamment les vôtres. Comment est-ce qu'on peut raconter des histoires avec de l'image en mouvement? Et ça nous a semblé très naturel de nous dire, voilà, ça fait 10 ans qu'on raconte des histoires, ça fait 10 ans que les photographes, dès qu'ils ont l'occasion, ils filment, donc ils participent de ça, continuons. Et essayons d'aller sur un nouveau marché. Notre ambition, c'est de raconter des histoires qui vont avoir un impact sur chacun d'entre nous et d'entre vous. Si certains sont plus sensibles à l'image en mouvement, allons sur l'image en mouvement. Certains sont peut-être plus sensibles sur de la presse, allons vers la presse. Certains sont peut-être plus sensibles sur d'autres... l'exposition, le smartphone. Aujourd'hui, on peut le faire. Alors faisons-le. Je crois qu'un des problèmes de l'industrie de la photographie et des agences, ça a été la nostalgie.
d'un monde qui est fini. Ça fait 15 ans que je travaille dans cette industrie. Tout le monde me parle, c'était mieux avant. Je ne sais pas quand c'était, mais de toute façon, c'est fini. Aujourd'hui, on en est là. La jeune génération consomme du contenu, crée du contenu en vertical, Multimédia. sur Instagram, sur des petites histoires, du multimédia, de la vidéo. Allons là-dessus. Et surtout, ne nous prétendons pas les gardiens d'un ordre qui est dans tous les cas irrésolu et révolu. Que ce soit de l'image fixe ou de l'image animée, on est toujours sur le storytelling, sur Voilà, on cette raconte narration des histoires. visuelle. On raconte des histoires parce qu'on aime bien raconter des histoires. Alors aujourd'hui, il y a 15 photographes à l'agence, c'est ça? Donc avec 3 nouveaux arrivants depuis la dernière assemblée de septembre, qui tous donc évidemment se joignent à cette équipe. Comment ça fonctionne comment on entre à l'agence Nour? Alors, chaque année, on se retrouve, parce que c'est des actionnaires, on se retrouve pour une assemblée générale de nos photographes comme d'autres membres, et on discute de là où on a envie d'aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et quand je suis arrivé, et ça faisait déjà quelques années que ça arrivait, on avait l'envie de plus seulement, j'ai envie de dire, raconter des histoires via la presse, mais d'utiliser différents modes de narration, de la vidéo et d'autres choses. Et donc on a commencé à se demander qui étaient aujourd'hui les quelques photographes qui pouvaient partager nos envies, nos valeurs. On a des valeurs assez fortes. On est une agence qui est féministe, qui se déclare féministe, on traite bien notre staff, on ne travaille pas avec certaines entreprises qui ne respectent pas certaines règles éthiques, on ne travaille pas avec des pollueurs, que les choses soient dites et enregistrées. Voilà, on ne travaille pas avec certaines personnes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et on travaille avec les autres, ceux qui partagent nos valeurs. C'est à peu près pareil pour nos photographes. Il y a beaucoup de très bons photographes dans le métier aujourd'hui, plein de jeunes et de moins jeunes. Et chaque année, on parle avec ceux qu'on connaît ou ceux qu'on ne connaît pas, on demande des avis et puis on invite les gens à soumettre un portfolio en leur disant voilà, nous on fait ça, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous intéresserait de participer avec nous à cette belle aventure? Est-ce que vous avez envie de raconter des histoires avec nous? Dans certains cas, ça marche très bien, dans certains cas, ça ne marche pas, tant mieux. Il y a un vote ensuite et ça peut être qu'à l'unanimité. Et cette année, on a 3 photographes, des jeunes photographes qui sont rentrés, qui ont à peine la trentaine, qui viennent d'Inde, qui viennent du Congo et de Belgique. Et ça nous a semblé extrêmement naturel. Ils ont été pris à l'unanimité. Donc on va continuer à raconter des histoires. On n'est que 15 photographes, donc on est une petite structure avec un petit staff. Et on n'a pas l'ambition d'être une grosse machine. On ne veut pas être arrogant et fêter notre 100e anniversaire. On a 10 ans, on continue petit à petit à faire notre nid et à raconter des histoires. Si tu pouvais donner un adjectif pour qualifier chacun des photographes qui composent l'agence aujourd'hui. Nina Berman, je dirais journaliste. C'est une femme qui est assez fascinante. Vous avez peut-être déjà vu son travail. Elle a beaucoup travaillé sur les soldats, sur la militarisation de la société américaine. Nina, c'est quelqu'un qui est journaliste avant d'être photographe et qui utilise simplement la photographie pour un témoignage. Et donc elle le dit elle-même, elle n'est pas très visuelle. Vous savez, il y a des photographes qui font des magnifiques histoires, des images fantastiques et puis ils sont un peu bêtes comme une pelle. Nina, elle est très intéressante et elle vous explique que non, ces photos, elles ne sont pas forcément très fortes, elles ne sont pas forcément très belles, mais chaque photo est très bien construite et très intelligente. Donc Nina, je dirais vraiment journaliste. Pep. Avec un univers visuel aussi très très fort. Très très fort. Pep, la seule chose que vous voyez sur son visage, c'est la seule partie qui n'est pas tatouée de lui. Ça le fait beaucoup rire. C'est quelqu'un qui a l'air très méchant et qui est d'une douceur sans nom. Il vient de Majorque. Je pense que Pep, c'est un photographe qui est curieux. C'est quelqu'un qui fait partie de ces quelques photographes qui peut faire n'importe quoi avec n'importe quel appareil. On pourrait lui donner une brique et il en ferait quelque chose de magnifique. Et son travail est... Parce qu'il est autant photographe que cinéaste pour le coup. Autant c'est un des photographe premiers que à s'être cinéaste, remis voilà. Et c'est entre animée. guillemets pour lui qu'on a créé Nour Film parce que Pep, ça fait quelques années qu'il dit si chez Nour, l'agence que j'ai créée, vous pouvez pas me mettre en place le soutien et le support nécessaire pour que je puisse m'exprimer et exprimer mon film. Ça, c'est Motorhead, Lemmy, c'est lui qui réalisait les clips de Motorhead pendant les 10 dernières années. Il me dit, si moi je peux pas le faire dans mon agence, je vais aller voir ailleurs. Donc là, on lui a dit, non, attends, on va réfléchir, on va créer une nouvelle agence, ça s'appelle Nour Film, ça va être facile à faire. Voilà. Donc Pep, je dirais, curieux. Andrea. Douceur. C'est une photographe américaine. Vous avez sûrement vu son travail sur l'Afghanistan et sur l'Irak. C'est la personne la plus douce au monde. Et elle est... Ouais, c'est Andrea.
Et elle est très bonne photographe. Arco, donc voilà un nouveau venu. Nouveau venu, indien. J'ai envie de dire, ils sont tous très curieux. Arco, il faut que je continue à le connaître. C'est cette nouvelle génération de photographes qui mélange et qui est sur Instagram aussi bien que sur du vieux film, qui travaille avec des vieux Polaroids qu'il achète à Calcutta. Il travaille avec à peu près tout. Je pense qu'il est multitask. Audacieux, peut-être. Audacieux. Aussi. Alexandra, je dirais engagée. Elle a passé quelques années, elle a dû quitter le Pakistan parce que sa tête était mise à prix par les talibans. Elle habite à Londres, elle est maman célibataire, elle avance dans la vie, elle est, je pense, la photographe la plus intelligente que j'ai pu rencontrer. Et là, elle travaille sur un nouveau projet sur le coût de la vie. Qu'est-ce que veut dire le coût de la vie aujourd'hui? Comment coûte un utérus aujourd'hui à Londres dans certains quartiers? Combien coûte à Reims quand on habite à Calcutta? Qu'est-ce qui se passe voilà. C'est pas le coût de la vie comme on l'entend. Non, le coût de la vie humaine aujourd'hui et comment ça se fait. C'est une des premières photographes à avoir traversé le détroit d'Aden et avoir travaillé il y a 10 ans sur la crise des réfugiés en disant que le Yémen serait le prochain bordel et qu'il faudra bien regarder là-dessus. Elle a fait un livre qui s'appelle 1 million shillings, ce qui fait 22 €. C'était le prix de la vie pour traverser et elle a suivi tous ces jeunes réfugiés il y a 10 ans jusqu'aux portes de Londres. Très intéressante. Stanley, on va en reparler un peu plus tard. Mais Stanley, c'est Stanley, voilà. C'est juste Stanley. C'est Stanley, c'est lui, photographe américain, acteur, homme de théâtre, poète. C'est quelqu'un qui m'a dit, il est décédé il y a quelques mois, mais on s'appelait beaucoup le soir. Je pense qu'il avait du mal à dormir et tous les soirs il me demandait si j'avais conscience que d'avoir senti la mort d'aussi près, il n'avait jamais réalisé à quel point les roses sentaient bon. Voilà, c'est quelqu'un qui vous appelle à 1 h du matin pour vous dire ça, qui vous apprend à vous extasier devant de l'eau qui bout parce que ça fait une mélodie absolument fantastique et qui va commencer à tapoter sur une table. C'est un romantique. Robin? Un activiste. C'est quelqu'un qui a pour ambition de changer le monde, en toute humilité, qui est vegan, qui travaille depuis des années sur la santé mentale. On sera 1 sur 4 parmi nous tous. Un jour dans notre vie, on sera confronté à des questions de santé mentale. Il travaille là-dessus. Il travaille sur un projet qui s'appelle Where Love is Illegal, sur les droits des homosexuels, de la communauté transgenre et partout dans le monde, là où l'amour est illégal et où aimer quelqu'un du même genre ou d'un genre différent peut vous envoyer soit en prison, soit vous tuer. Et c'est un activiste, je dirais ça. Tania? Tania, je dirais... je ne sais pas ce que je dirais pour Tania, c'est une très bonne question. Je dirais excentrique, à moitié texane, à moitié palestinienne. Qui habite aujourd'hui à Ramallah et qui travaille depuis quelques années sur la notion de plaisir dans les territoires occupés et en Palestine et à Gaza, qui a une énergie folle et qui a un amour, Tania. Yuri? Yuri, c'est quelqu'un, ça fait maintenant plusieurs années que je le connais, je le connaissais avant de rentrer chez Nour. Yuri, c'est quelqu'un pendant 3 jours qui va prononcer une phrase. Et au moment où il va se mettre, ses lèvres vont commencer à bouger, tout le monde se tait, et il n'aura prononcé qu'une phrase en 3 jours, et ce sera la phrase de l'Assemblée, l'agence va prendre une nouvelle direction, et voilà. C'est quelqu'un de très doux, qui explique qui a couvert tous les conflits du monde depuis 15 ans, et qui, à force de se faire le plus discret possible, essaye tous les jours dans sa photographie de plus disparaître. Bénédicte? Bénédicte Curzen, c'est notre seule photographe française qui est entre Lagos, le Portugal, qui est un peu partout. Bénédicte, c'est une très bonne journaliste et c'est une photographe qui chaque année produit un nouveau sujet qui est encore plus fort et chaque nouveau sujet est encore plus intéressant que le précédent. Sébastien Listé, espagnol, je pense que je dirais un vrai amoureux de la lumière. John? John... Basé à New York?
basé à New York, maintenant à Chicago, maintenant autre part au Canada, qui fait beaucoup de vidéos. Je dirais que c'est un artiste. Kadir, Ouais, Kadir. qu'on a eu tout à l'heure sur notre plateau aussi. Et Kadir, c'est quelqu'un qui fait 1m98. Je suis assez grand déjà, mais il est vraiment très très grand. Ses bras, c'est comme des perches à selfie, donc c'est assez impressionnant d'être face à lui. Je dirais que c'est un pirate, parce qu'il habite à Amsterdam, il vit sur un bateau, c'est un navigateur. C'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance sur ses histoires. On se parle environ 25 fois par jour, vu que je suis aussi basé à Amsterdam. Et c'est quelqu'un qui a toujours, avant tout le monde, le petit sens de l'histoire, de comment on peut aller faire un coup sur Irma, sur tel ou tel sujet. Très intéressant. Léonard Pongo, un nouveau venu également. Nouveau, basé entre la Belgique et le Congo, un poète. Sanne Deville. Sanne, ça fait quelques années qu'elle travaille donc sur ce sujet-là. Elle est allée voir une île où il y a eu des problèmes de consanguinité il y a quelques décennies. Donc les gens voient à peu près de cette manière les couleurs, parce qu'il y a eu de la consanguinité, donc des petits problèmes génétiques. Et elle s'est mise en tête d'aller faire un travail sur la couleur de gens qui ne voient plus la couleur. Elle est basée entre Anvers et Amsterdam. Elle est toute en rose, tout le temps, tout en rose. Donc c'est sa nouvelle période. Elle aussi une artiste. Et enfin Francesco. Alors Francesco, c'est la seule personne qui peut passer toute une soirée à vous parler des tons. C'est quelqu'un qui travaille sur le ton et qui vous explique pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris que la nature autour de lui jouait un rôle sur sa propre vie. Et donc aujourd'hui qui s'interroge beaucoup là-dessus et qui est sûrement, je pense, avec peut-être Yuri, parmi les coloristes de l'agence. Alors, comme je disais un peu en introduction, Nikon et Nour, c'est déjà aussi presque une histoire de 10 ans, hein, puisqu'on est à vos côtés depuis 2009. Qu'est-ce qui fait que cette relation fonctionne dans la durée, de ton point de vue, du point de vue de l'agence ? Parce que je pense que c'est exactement ça. Oui, on se pose des questions ensemble. On a fait une exposition il y a quelques semaines à Bayeux sur les conflits oubliés et les conflits de demain. Je vois pas d'autres parmi. Voilà, là, je suis un peu en plus envahi de marques. Je vois pas d'autres marques qui pourraient soutenir un photojournalisme avec de l'éthique, avec des règles. Ça fait des années qu'on fait un programme éducatif ensemble. Il y en a des questions aussi, oui, avec les workshops. Oui. Voilà, on fait des académies ensemble. Il faut voir que c'est depuis 10 ans, on a l'ambition de former une cinquantaine d'étudiants par an et on les forme gratuitement. C'est-à-dire que nos workshops sont gratuits. Et je ne vois pas beaucoup d'agences qui font ça, je ne vois pas beaucoup d'entreprises comme Nikon qui le fait. Je pense qu'on a les mêmes valeurs, on a un souci du monde, que grâce à vous, on est capable de le faire. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Et que voilà, on va en plus de ça faire des workshops dans des zones où généralement les gens ne vont pas. Je connais peu d'agences qui vont passer des semaines à organiser des workshops au Kazakhstan, ou au Nigeria ou en Afrique du Sud. Grâce à Nikon, on l'a fait. Grâce à Nikon, ça fait bientôt 10 ans qu'on fait des projets de groupe, donc sur le changement climatique. Ça, c'était notre premier sujet qui s'appelait Conséquences. Je ne sais pas si on verra les autres, mais il y avait Conséquences et puis après Solutions. Oui, il y avait les deux en fait ensemble. Donc c'était les conséquences du changement climatique et pour ne pas voir les choses que du mauvais côté, entre guillemets. Voilà, on a fait les solutions l'année d'après. Des choses qui permettent d'avancer et d'aller à contre-courant. Voilà. Ensuite, on s'était interrogé sur le Brésil. C'était à l'époque un pays qui fascinait le monde entier. Ils avaient les JO, ils avaient la Coupe du Monde. Et puis on a essayé de montrer un autre rapport sur la classe moyenne, sur les grands lieux, sur les zones que j'ai envie de dire, l'économie est en train de détruire. C'était le sujet de Yuri tout en bas à gauche. Les transsexuels avec Pep. Voilà, la classe moyenne. C'est un sujet très intéressant sur le Brésil. C'était en 2012-2013. C'était oui, juste à l'aube de la Coupe du Monde. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on se nourrissait dans le monde, des fermes de porc en Chine jusqu'à l'industrie du soja, jusqu'à des foires où les Américains se gavent et doivent bouffer le plus de chicken wings en quelques minutes. Une interrogation globale sur comment est-ce qu'on se nourrit aujourd'hui. Sachez que pour nous, c'est super important de nous poser les questions sur le monde qui nous entoure. Comment est-ce qu'on vit notre monde? Comment est-ce qu'on interagit dans notre monde?
aujourd'hui et surtout pour demain, et les grandes questions qui vont revenir. Ensuite, on avait fait l'esclavage moderne. Ça va de la fabrique de briques au Bangladesh jusqu'à l'exploitation sexuelle des jeunes mineurs en Roumanie. Ça va sur la contrefaçon. Ça va encore une fois sur l'agriculture, où aujourd'hui, dans l'agriculture et dans les produits qu'on consomme, l'huile de palme, le soja, dans nos pots de Nutella. Voilà, on s'était interrogé sur toutes ces questions. Projet de groupe, quand on dit projet de groupe, ça veut dire qu'il y a plusieurs photographes qui vont travailler en même temps sur le même sujet, et que de ça, on va en faire des expositions, des livres, des conférences. Et enfin, ça, c'était notre dernier projet. On s'était interrogé sur le fait que pendant des années, on avait montré une image de l'Afrique complètement stéréotypée. Il faut voir qu'aujourd'hui, 60% des Africains, ce qui est quand même un peu bête, on ne parle pas des Européens à longueur de journée, mais 60% des Africains habitent en ville. Et pourtant, on continue à toujours avoir cette idée un peu colonialiste. Donc on s'était posé la question sur les mouvements sociaux, les nouvelles générations, un nouvel État, le Soudan, des groupes activistes au Ghana, au Burkina Faso. Le PEP avait travaillé sur la communauté des métalleux au Botswana. Ce qui n'est pas du tout comme ici, où on peut aller dans une boutique, eux ils font absolument tout. Et puis ensuite on s'était interrogé sur les conséquences de l'appropriation des terres et sur le fait que par exemple, si vous revenez juste là, ça c'est ce qui va produire nos iPhones au Mozambique. Voilà. Donc on peut quand même avoir conscience que quand on a des iPhones, il y a plein de produits à l'intérieur, ça vient de l'exploitation. C'est globalement, si comme des gens disaient, le sous-sol de votre maison ou sous votre building ou sous votre bâtiment, il y a des richesses, donc vous allez vous barrer, on va vous exproprier. On va mettre des grandes barrières tout autour, vous ne pourrez plus aller chez vous. Vous mettrez 1h30 pour aller emmener vos gamins à l'école. Et tout ça, c'est pour que des iPhones soient produits, je ne sais pas où, quelque part. Et donc, un des derniers qui a été produit, c'était pour le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre dont Nikon est partenaire. Et donc, c'était une exposition sur les conflits oubliés, les conflits de demain. Et une exposition qui a permis de réunir tous les photographes de Nour dans un projet encore d'exposition commun sur les conflits dont on parle peu ou qui vont advenir. Ouais, c'était l'idée. Déjà, c'était une exposition où il y avait tous les supports. Donc, il y avait de la vidéo, il y avait des iPads, il y avait du multimédia, il y avait du son, il y avait du texte, il y avait de la photographie, de l'image en mouvement. C'était en extérieur et en intérieur. Et on a voulu mélanger des images d'archives et des images de nouvelles productions. Donc, Nikon nous avait aidé là-dessus. On était parti sur les conflits oubliés. Si on vous parle, on sait tous de ce qui se passe, par exemple, dans le Caucase. Oui, bah oui, mais ça continue encore. À Alep, ça continue encore. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut faire... Comment est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à ce que demain va être? Et on a vu que, par exemple, le changement climatique, dans quelques années, ça va, on espère que ce chiffre sera inférieur, mais on estime que ce sera entre 50 et 70 millions de personnes qui vont, par exemple, sur certaines îles disparaître et devenir des réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on prend en compte ce facteur? Parce que demain, ça va être la territorialité. C'est d'ici une quarantaine, cinquantaine d'années. Si on est optimiste. Encore, et si on peut attendre aussi longtemps. Mais comment est-ce qu'on peut pas prévoir, mais s'interroger sur certains conflits? Donc on avait fait le changement climatique, et puis avec Bénédicte, on avait fait tout un sujet sur le lac Tchad. Le lac Tchad, c'est une zone où on mélange à peu près tout, des conflits, des armes, de la religion. On met quelques accès aux ressources naturelles, l'accès à l'eau, du pétrole un petit peu, des troubles gouvernementaux, plein d'armes, un peu de religion, on se couille, il fait 45 degrés et on attend ce qui va se passer. On sait que demain ça va péter, on sait que ça pète aujourd'hui, il y a Boko Haram, on en parle un peu, jusqu'à preuve du contraire, les 181 demoiselles qui ont été prisonnières et kidnappées ne sont toujours pas libres, elles ne sont toujours pas sorties, ça fait plusieurs années, certaines réussissent à s'échapper, mais c'est toujours là. Comment est-ce qu'on peut traiter de ça quand on voit qu'il y a des charniers et que certaines images sont utilisées, quand on voit que l'armée régulière s'amuse à faire fuir tous les troupeaux et donc toutes les richesses qui vont advenir. Et surtout, on sait que derrière tous ces problèmes, c'est d'autres problèmes qui se mettent en place, de la violence sexuelle sur les populations féminines, des problèmes de scolarité, d'éducation, d'accès aux ressources et tout ça. Donc on peut tout mélanger et on essaye, nous, à chaque fois, de donner une petite... perspective globale sur des sujets qui nous paraissent lointains, mais qui en fait, un des premiers actionnaires au lac Tchad, c'est Bolloré. Donc c'est quand même pas mal. Bolloré, c'est Canal+. On est tous souvent devant notre télé. Donc on parlait tout à l'heure du programme d'éducation. Donc Nour, c'est une agence, c'est aussi une fondation. Et ces projets dont on parlait tout à l'heure, donc on voit là un petit peu tous les points du globe qui ont déjà été couverts par des workshops Nikon en partenariat avec Nour.
Donc déjà plus de 230 photographes formés. Donc c'est aussi ces populations-là qui sont les gens qui vont nous informer demain, et pas seulement des populations qui sont sur nos territoires. C'est pas seulement une vision européenne des choses. Bah oui, c'est ça tout le défi et toute l'envie. C'est comme ça que la discussion a commencé avec Nikon. Comment est-ce qu'on peut aller apprendre à pêcher auprès des populations et pas leur filer du poisson? C'était ça l'idée un peu. Comme vous pouvez le voir, voilà, on va dans des zones où il y a une communauté photographique. On a un réseau. On est parmi les quelques agences qui peuvent parler demain matin. C'est plus facile si Nour appelle le Time que quelqu'un d'Almaty au Kazakhstan se met à essayer d'appeler le Time. L'idée, c'est donc qu'on entraîne et qu'on forme 230. On en est arrêté là, ça continue. Photographes, qu'on leur donne tous les outils et qu'on les accompagne et qu'on peut, dans quelques années, et déjà aujourd'hui, se dire qu'il y a toute une génération de photographes qui ont été formés par nous, et pas seulement, parce que nos workshops, généralement, on invite quelqu'un d'MSF, on invite quelqu'un qui fait de la télé, on invite un médecin, on peut inviter un avocat, on peut inviter d'autres personnes qui peuvent participer de tout ça. Et apporter une nouvelle expertise pour tous ces jeunes photographes. Chaque workshop, il y a généralement autant de garçons que de filles. C'est quelque chose sur lequel on est très attaché. On a autant de photographes hommes que de photographes femmes. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on est la seule agence où c'est ça. Généralement, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est quelques valeurs qu'on essaie de partager. Nikon nous accompagne depuis, comme vous pouvez le voir, 2009. Et voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. On en a fait 2 cette année à Paris. Ça s'est bien à Paris passé. Et un à Bayeux. Pardon, ouais, ouais. Un à Paris, 2 en France, un à Paris et un à Bayeux. Ensuite de ça, les meilleurs élèves et les meilleurs participants, généralement, on leur fait faire un stage à l'agence à Amsterdam pour ensuite leur montrer voilà, les à côté de l'agence. La photographie, c'est un gros gâteau. Être le photographe Nour, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tout le monde. Donc on invite tous les participants à venir nous rejoindre, à participer à nos lectures. On essaie de représenter leur travail autant qu'on peut. Et généralement après, ouais, ils passent de temps en temps à Amsterdam et ça crée un gros réseau pour eux. Et je pense que ça marche plutôt bien. Oui, mais c'est un peu, encore une fois, comment une agence comme Nour peut s'offrir cette marge de manœuvre, de pouvoir consacrer du temps à cette formation. Je pense que ça fait simplement partie de notre mission. Nour, c'est un gros parapluie pour une entité commerciale qui représente les photographes. On est une agence très classique. Puis on a une fondation. Et le but de la fondation, c'est justement, j'ai envie de dire, de permettre à toute une génération d'en profiter, de prendre du temps. Et, sans objectif de rentabilité. Aucun. Alors on va parler d'un personnage qui était un personnage clé dans l'agence. On le voit là au centre, sur l'image du centre, dans un workshop qu'il avait animé à Bayeux en 2013. Pour toi, c'était qui, Stanley, qui nous a donc quittés au mois de mai dernier? Stanley, je pense que c'est un des fondateurs, donc avec Kadir, avec la jolie chemise jaune. Ça, c'était pour son enterrement au Père-Lachaise. Stanley, je pense que c'était déjà un peu à la fin, c'était un privilège de l'avoir rencontré, pas assez, pas suffisamment, pas assez longtemps. C'était quelqu'un de très moderne et qui, depuis que je suis arrivé à l'agence, a toujours soutenu les idées, qui avait 25 idées par heure, qui malgré tout et malgré toutes ses dettes et toutes ses dépenses avait un bon sens du business. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été, je pense, une vraie influence, qui était très généreux, très doux. Voilà, il disait que lui, il voulait raconter les histoires de ceux qui n'étaient pas en capacité de le faire. C'est ça la vocation d'un photographe. Ouais, c'était ça. C'était sa vocation de photographe de documentaire. Voilà, raconter des histoires parce qu'il pensait que certaines choses avaient simplement le besoin et la nécessité d'être vues. D'accord, donc tu vas peut-être, à travers quelques images que tu as sélectionnées, nous retracer un petit peu le... Donc ça, c'est une planche contact de Stan, étapes de sa carrière. Dans un de ses projets qui s'appelle Black Passport. Stanley, il était très romantique. Et à chaque fois qu'il a été... qu'il a eu une rupture sentimentale, plutôt que de tomber dans la bouteille, il disait qu'il allait partir couvrir une guerre. Et à chaque fois, il faisait des contacts les quelques jours avant pour se souvenir de la tête qu'il avait avant d'aller voir une nouvelle guerre. Et donc ça fait partie d'un livre qui a été édité il y a quelques années, qui est devenu aujourd'hui un peu collector, qui s'appelle Black Passport, que je vous invite à vraiment... si vous pouvez le chiner, c'est, je pense, un des meilleurs livres faits sur le photojournalisme. Pas forcément sur ce qu'il montre, mais sur comment quelqu'un... parle à la première personne de son approche de photographe, des conséquences sur sa vie, sur sa santé, sur son couple, sur ses couples, dans le cas de Stanley. Mais ouais, chouette livre.
La Tchétchénie, Stanley a passé pas mal de temps là-bas parce qu'il était curieux. Il est allé en Russie dans les années 90. Il faut voir que Stanley, il faisait quand même 1m90, noir, afro-américain, qui parlait rien d'autre que l'anglais. Un bandana sur la tête, des bagues à tous les doigts, des Santiago, il faut l'imaginer dans le Caucase. On est en 99. Poutine est en train de raser Grozny. Et Stanley était là-bas. Stanley, il a toujours été, je pense, amoureux des femmes, de la vie, si possible des femmes et de la vie. Et si en plus de ça, on peut les faire devenir révolutionnaires, leur mettre un fusil, je pense que Stanley était très sensible à ça. C'est une de ses icônes, réalisée dans un taxi. Elle a perdu son mari, elle part au combat et Stanley est avec elle. Toujours la Tchétchénie. On a découvert récemment, Stanley nous a ressorti une verticale de celle-là. Il avait été assez malin à l'époque pour se dire que celle-là, ça ferait une très bonne icône et qu'on pourrait mettre sur des grands écrans. Et il avait fait la verticale en se disant que ça serait une très bonne couverture pour quelques magazines. On est toujours sur la même période, on est sur la Tchétchénie, que Stanley a beaucoup couvert. 90, il était en Russie. 91 jusqu'à 93, il était par là-bas. Ensuite, il est allé en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est remonté en Tchétchénie en 94. Il est retourné en 99, Ouzbékistan, toute cette région. Très intéressant. Tchétchénie, Grozny. Stanley disait souvent que chaque photographie, c'était une preuve que les choses s'étaient passées. Ça, il faut voir que c'était un bâtiment qui n'avait absolument aucune utilité stratégique. Et c'était pour montrer qu'au moment où tout le monde commençait à saluer la fin de Helsinki et l'arrivée de Poutine au pouvoir, et ben, c'est ce qui se passait à Grozny. C'est un bâtiment d'habitation civile. Une des icônes de Stanley, une femme qui allait au marché à Grozny, c'est ce qui reste. De son corps, son empreinte dans la neige après un bombardement. Pareil, des veuves dans un hôpital de Grozny. Des jeunes réfugiés qui essayent de fuir. Là, en l'occurrence, c'était des gamins qui s'amusaient parce que Stanley, je pense, aimait bien voilà, créer un lien avec les personnes qui regardaient, être ce lien entre la personne regardant et une personne regardée. Là, il est dans un camp de réfugiés, il s'amuse avec des gamins. Ouais, c'est une chouette image. On peut voir un petit gamin qui sourit, c'est une image pleine de vie. Beaucoup de vie dans les images de Stanley. Ben voilà, je vous parlais tout à l'heure des icônes. C'en est une de plus, toujours sur la Tchétchénie. Quand il y a eu le coup d'État à Moscou, on est dans les années 90, ils ont, voilà, pendant quelques heures, on a cru que la Russie tomberait. Helsinki était dans les parages, il y a eu pas mal de combats autour du Parlement et Stanley était enfermé à l'intérieur et il s'est dit, bon, bah, je risque sûrement de mourir là-dedans, autant continuer à photographier. Et il a continué à photographier, voilà. Les quelques heures et jours qu'on suivit, je pense que c'était un moment assez inconfortable pour lui, mais il nous en a ramené des images plutôt fortes. Et il avait eu un WordPress pour ces images. Et il avait eu un WordPress pour ces images, c'était, voilà. Donc toujours la Tchétchénie, il faut voir que ça a eu une influence. Je pense que Stanley a couvert à peu près toutes les guerres depuis 89. Il avait commencé Stanley de toute façon, il appelait ça aussi une guerre à sa manière. Il a commencé à photographier la société punk et le mouvement punk à San Francisco dans les années 70. Il disait être sur un concert ou dans une zone de guerre, je pense que je suis plus à l'aise sur une zone de guerre. Ensuite, il avait fait un peu de mode à Paris. Et puis après le mur de Berlin, il était allé couvrir tout ça. Et je crois que la Tchétchénie a eu un impact très fort sur sa santé mentale, sur sa vision de voir le monde et de ce qui s'y passait. Et il disait qu'il n'était pas attiré par la violence, mais par les questions qu'elle pose. Voilà, exactement. Et donc là, c'est un Notamment bombardement sur un population marché. Civile. Ouais. Katrina, Stanley était américain. C'est à Katrina avec Kadir qu'ils ont décidé de fonder Nour. Parce que justement, ils étaient chez Vue à cette époque, autre agence de photographes. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que voilà, Vue s'en moquait un peu de Katrina, c'était pas très important, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis là, eux, ils ont continué à y aller. Ils sont retournés 5 ans après en louant une petite camionnette et un petit camion pour faire des expos à l'intérieur. Ça a eu plutôt pas mal de succès, mais je pense que Stanley, ce jour-là, a découvert que voilà, la société américaine était profondément injuste, et notamment vis-à-vis des populations noires, notamment dans le Sud.
Et voilà, je pense que c'est à l'image de ce drapeau américain dans une ancienne église qui a été complètement abandonnée et inondée. On est à Kaboul. Stanley a beaucoup travaillé également sur les addictions. C'est un toxicomane à Kaboul. Le mur de Berlin. Stanley, un des premiers témoins. Oui, un des premiers témoins. Il y était allé voilà, quelques jours avant. Je pense que Stanley, c'était avec Kadir aussi. C'est toujours avec Kadir. Hein, mais Stanley, c'était un très bon journaliste qui avait quand même un peu de flair. Ils étaient quelques-uns à avoir senti que ça allait se passer. Voilà, une bonne image des années 90. C'est pas tous les jours on voit des soldats qui prennent une bouteille de champagne sur le mur de Berlin. Avec un tutu en plus. Avec un tutu. Voilà, je pense qu'une époque que Stanley a connue. Je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà l'époque où il faisait un peu de mode, où il s'amusait, où il passait des nuits très longues et qui disaient souvent très blanches. Donc je pense que ça réserve bien ça, ouais. Paris, très belle image. On est pareil dans les années 70. Toutes ces images, une grosse partie est quand même tirée de Black Passport, encore une fois. Regardez ce livre si vous pouvez le trouver. Vous pouvez le voir sur le site de Nour. Mais ouais, très belles images, beaucoup d'icônes. Un des derniers sujets de Stanley jusqu'à la fin. Stanley est décédé en mai, il était jusqu'à mi-avril, pardon, il était à Moscou. Il est allé travailler jusqu'à la fin. Là, on est dans les rues d'Alep. Ça a été un des premiers à nous dire que l'histoire en Syrie, ça ne durerait pas quelques mois et que ça allait être long et que ça passerait et que tout changerait quand Alep tombera d'un côté ou de l'autre. Et donc là, on est dans l'ancien souk marché d'Alep. On est en 2013. Stanley était déjà un peu malade et il avait quand même voulu y aller. Et à l'époque, il avait reçu qu'une commande à la fin, histoire de couvrir quelques frais. Alep toujours, donc un bombardement. Les années punk et les années de San Francisco de Stanley, on est dans les années 70. Une groupie avec une groupie. De rock. La Russie. Et voilà. Je sais pas qui c'est. Je peux pas vous dire, il me l'a jamais dit. Il m'a juste dit, ouais, c'est en Russie. Mais la photo est très belle. En effet, la photo est très belle. Voilà, il disait que par contre, lui, l'esthétique, la belle photo pour la belle photo, ça l'intéressait pas. Hein. Ouais, il a dû dire ça. Il savait quand même très bien faire. Merci beaucoup. À te remercier pour ta présence et pour nous avoir fait un petit peu partager les coulisses de l'agence Nour. Voilà, et puis longue vie encore à Nour. Merci beaucoup, longue vie à Nicole. 10 ans, ce n'est qu'un début. Ouais. Merci beaucoup. Bon dimanche. Voilà, et bonne fin de journée à tous.